Bonjour à tous. Tout d'abord, lors de l'organisation de cette journée, l'idée c'était de vous donner les bases fondamentales et les points essentiels pour arriver à comprendre la prise en charge des violences et de lui créer une certaine chronologie dans la journée. Et c'est comme ça que s'imbrique ma présentation, parce que je suis là pour essayer de parler, de discuter autour du dépistage et de la place du soignant dedans. Personnellement, lors de mon parcours, il y a eu des petites rencontres un peu électrochocs dans mon parcours, et du coup, il y a une petite dizaine d'années, j'ai décidé de m'investir dans le parcours et dans la prise en charge et le soutien des femmes victimes de violences. Alors, toute catégorie, comme ça, moi, j'étais sûre de ne pas m'ennuyer dans la vie. Mais comme je suis gynécologue obstétricienne, il a fallu que je me rende compte très rapidement que les violences conjugales, c'était devenu impératif. Il fallait que je le mette dans ma pratique tous les jours. Et c'est là où je suis censée, on a tous un objectif, Eric, c'est d'arriver à leur laisser un message. Et moi, j'aimerais vous convaincre de ça. Donc vous devez tous, du moins beaucoup d'entre vous, devez connaître ce rapport qui est un rapport un peu catastrophique. Il n'est pas très élogieux pour les professionnels de santé. C'est un rapport qui date de 2001, qui avait été rédigé par le professeur Roger Henrion, qui a été fait à la demande du ministère de la Santé, qui consistait à évaluer quel était le rôle des professionnels de santé dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Il y avait quand même de nombreux écueils qui avaient été mis en évidence à la fin de ce rapport-là. Alors, je suis médecin, je respecte profondément tous ceux qui font ce métier et toutes les professions médicales. Je vous rassure, on n'est pas les seuls responsables de l'écueil de la prise en charge des victimes de violences, je vous rassure. Cependant, il faut admettre une chose, c'est que quand même, il y avait certains comportements qui nous aidaient quand même pas trop, sur lesquels on ne peut pas considérer effectivement qu'on était très bon. Alors par exemple, il y a la politique de l'autruche qui marche bien. Alors la politique de l'autruche, c'est minimiser les violences intrafamiliales, banaliser les violences conjugales, considérer que ça fait partie de la sphère de la vie privée, négliger complètement la notion de l'emprise. Il y a aussi un autre truc qu'on aime bien faire, c'est le courage fuyon. Courage fuyon, c'est non, j'ai pas le temps. Moi, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Il y a c'est aussi ce sentiment de frustration, parce que voilà, je suis allée à la fac, j'ai fait mon internat comme beaucoup d'entre nous, et nous on avait donné une baguette magique, c'était l'ordonnancier. Celui on était censé avoir un remède miracle à chaque fois, on était censé trouver une solution, et là on se retrouve devant une pathologie où les perspectives d'amélioration elles sont particulièrement faibles. Je pense que c'est la maladie sur laquelle on est le moins efficace, donc c'est pas particulièrement glorifiant pour un médecin, pour un soignant. Donc effectivement il y a cette sensation de sentiment de frustration qui avait été déjà rappelé plusieurs fois. Et puis, il y a aussi les peurs de retombées judiciaires, avec maintenant beaucoup d'améliorations au vu, par exemple, des accords entre les conseils des ordres des médecins et le système de la justice. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, avec tout le respect que j'ai pour les victimes de violences, c'est compte tenu que c'est une femme sur 10. Une femme sur 10, c'est aussi une femme sur 10 chez les soignants, et qu'on se retrouve avec des patientes qui racontent ça à des gens pour lesquels ce n'est ni plus ni moins que le miroir de leur histoire personnelle. Et on peut comprendre que dans ces cas-là, ça puisse être compliqué pour le soignant. Donc en fait, mon idée, c'est de vous proposer de comment on peut intégrer ce dépistage, s'il y a des attitudes posturales qui peuvent favoriser cette mise en place du dépistage, et quelle est notre posture une fois qu'on a eu cette révélation un petit peu compliquée durant la journée. Donc oui, je me suis présentée, je suis gynécologue obstétricienne, mais j'essaye de mettre une petite touche d'humour parce que ça va être sombre sinon la totalité de la journée. Mais voilà, on peut être médecin urgentiste, on pourrait être médecin généraliste, spécialiste, chirurgien, psychiatre, ou avoir l'impression de n'être qu'un intervenant ponctuel dans le parcours d'un parcours de santé, c'est-à-dire radiologue ou biologiste. Mais on peut être aussi un autre acteur de santé. Je fais allusion aux sages-femmes qui sont de loin la profession médicale qui s'est bien avancée en termes de formation et d'intervention dans les violences. Ça peut être les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les kiné-ostéopathes. D'ailleurs, mais il n'y en a pas qui sont dans la salle, je suis désolée, j'aurais fait une petite diapo spécialement pour eux, c'est que ce matin, à la 10e journée de la MIPROF, qui est ni plus ni moins la mission interministérielle pour favoriser la formation, parce qu'elle existe, elle était ce matin, et il y avait quand même 2 topos. Une pour les pharmaciens, pharmaciennes, et une pour les ostéopathes, pour bien montrer que tout le monde avait un rôle et avait une implication dans cette prise en charge. Voilà, donc souvent on me dit c'est une prise en charge qui est difficile, mais tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on doit apprendre peut paraître difficile. Ce qui avait été repris, je vais reprendre certains mots qui ont été dits, parce que de toute manière on parle de la même chose tous, c'est que de toute façon il y a une spécificité. Comme toutes les pathologies qu'on apprend, il y a une spécificité dans la médecine de la violence. Et il y a aussi une diversité, ce qui fait qu'effectivement, ça nécessite quand même une certaine souplesse et une adaptation dans la présence. Donc nous qui sommes les rois des protocoles, là, moi, quand j'entends,
j'ai souri souvent quand les cadres de service demandent un protocole de prise en charge dans les violences. Moi, je me dis, ça, c'est même plus un algorithme quand tu fais un protocole sur les violences, parce que vu le nombre de situations, ça commence à devenir quand même complexe. Donc, effectivement, il faut une certaine souplesse, une adaptation, des bases fondamentales qui vous ont déjà été délivrées, qui sont de comprendre, effectivement, le mécanisme de la violence, le cycle de la violence, l'emprise, le psychotrauma, les conséquences. Et ce que je vous invite à faire, et c'est là où moi, j'aurais marqué des points aujourd'hui, si c'est effectivement de comprendre comment on peut, chacun d'entre nous, quelle que soit notre place, l'entreprendre dans notre vie et dans notre pratique professionnelle, par exemple. Et ça nécessite aussi que le professionnel se pose la question de sa propre représentation de la violence pour pouvoir effectivement accueillir la parole de l'autre côté, parce qu'on parlera de l'interculturalité tout à l'heure. Donc l'objectif principal, arriver à convaincre que c'est important, que l'importance et la nécessité que ça soit systématique d'intégrer la notion de violence. Je ne dis pas qu'il faudra pratiquer du dépistage systématique, qu'il n'y ait pas de confusion, mais que nous impliquions de manière systématique dans notre façon de procéder la possibilité qu'il y ait une violence. Étant donné que la violence peut être un antécédent, la violence peut être l'étiologie des troubles pour laquelle la patiente vient. Et la violence peut être un cofacteur, un facteur favorisant qui fait que ça dégrade certaines maladies. C'est la base de la conception de la santé environnementale qui vous dit que la santé d'un patient, c'est la résultante entre son mode de vie, son mode de travail et ses modalités qui sont propres à lui. C'est la base de l'épigénétique qui dit que notre information, nos gènes, ne représentent que 2% de l'ADN codant, c'est-à-dire ce qui fait notre spécificité, et qu'il y a 98% de l'autre ADN qui est juste pour influencer. Et ces 98% d'ADN non codant, ils sont soumis à l'environnement. Donc effectivement, à partir du moment où on est capable de le comprendre sur d'autres facteurs, la violence en fait partie, et donc elle modifie, donc il faut qu'on l'intègre dans notre prise en charge de la santé. Donc là, par contre, c'est la question du dépistage, l'éternelle question du dépistage systématique et orienté. Là, je ferai le défenseur des médecins et des professionnels de santé. Je ne peux demander à quiconque, parce que je ne le fais pas moi-même, de dire je lève la main et je jure que je fais du dépistage systématique toute la journée, c'est pas vrai, je mentirais. On ne travaille pas tous de la même manière et du coup, moi je considère que c'est aux professionnels de répondre à cette question et de savoir quand est-ce qu'il peut arriver à l'organiser. Parce que ça paraît plus simple de faire du dépistage de violence quand on est avec des stigmates comme ça. C'est quand même plus compliqué quand elle arrive juste pour un symptôme lambda. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de la MIPROF où il y a des très très bons documents vidéo et de documentation pour travailler. Mais vous imaginez bien que le dépistage, quand la patiente est seule, c'est une chose. Quand la patiente vient accompagnée de son mari ou de ses enfants, ça en est une autre. Quand je fais de l'obstétrique, c'est une chose aussi, et encore que c'est pas toujours les faciles, mais quand vous êtes dans une consultation qui est déjà vécue de manière violente, je parle pour ma profession, quand j'annonce un pronostic fœtal qui est compliqué, une malformation, ou si j'annonce un cancer, la notion de violence, elle y est déjà dans mon discours de ce que je viens d'annoncer. Je pense que effectivement, ces patientes-là, il n'y a pas le dépistage qui est juste derrière. Ce qui ne m'enlève pas l'idée qu'il faut que je l'envisage quand même. Voilà, donc en fait, c'est la relation que vous allez créer. C'est toujours pareil, à la manière dont on aborde les sujets qui permet de façon qu'il y a un discours. C'est la base de la confiance, c'est la base de l'empathie et de la relation qu'on mettra. Donc je laisse à chacun d'entre vous l'idée de pouvoir adapter le dépistage en fonction de la manière dont vous travaillez et de pouvoir faire une réflexion personnelle dessus. C'est là où j'aurais marqué des points. C'est si vous pensez en sortant que vous pouvez réfléchir posément en vous disant à quelle occasion dans votre pratique de tous les jours vous pouvez effectivement intégrer la violence. Alors, il est évident que le dépistage systématique, ça a des intérêts, ça c'est indéniable. Premièrement, il n'y a pas de profil type de la victime, pas plus que d'ailleurs il y a des profils types de l'auteur. Comme tous les dépistages systématiques, vous augmentez l'identification et l'avantage en matière de violence, c'est comme on l'a décrit que ça a augmenté et la gravité, forcément si on fait du dépistage systématique, vous pouvez éventuellement espérer arriver plus précocement que la catastrophe. Mais le problème du dépistage systématique, c'est qu'à l'heure actuelle, on l'a considéré qu'il devait être pratiqué. C'est un consensus international. Il n'est pas retenu des questionnaires de manière internationale ni quoi que ce soit, mais il y a un consensus international, la périnatalité. C'est pour ça que c'est devenu une évidence en étant obstétricienne, mais la périnatalité étant considérée comme une période de vulnérabilité, il est impératif d'envisager et de pratiquer le dépistage de la violence intrafamiliale et la violence conjugale pendant toutes ces consultations.
Elles viennent en moyenne au moins 7 fois, en consultation, en entretien, en visite, en accouchement, en suivi de post-couche, en suivi d'allaitement, en échographie, en 7 fois, voire plus après. Il y a toujours des moyens. Les chiffres qui ont été donnés, je vais vous les redonner, mais quand vous regardez ces chiffres, quand vous savez qu'à près de 40% des violences, il a été cité 30, mais 30 et 40, c'est pas plus glorieux, que ça démarre pendant la première grossesse, je pense que rien qu'avec cette première ligne, je devrais vous avoir convaincu. Quand vous voyez que ça augmente pendant le deuxième trimestre et après l'accouchement, je pense qu'effectivement la consultation postnatale, je m'amuse constamment. Tous les ans, je m'amuse à compter. 90% des femmes qui viennent à la consultation postnatale viennent seules. Donc l'excuse de « elle n'était pas seule, je n'ai pas pu faire de dépistage » ne marche pas en consultation postnatale. La période de la périnatalité, donc c'est cette période de vulnérabilité. Donc moi j'aurais envie d'échanger, c'est là où il y a un petit private joke qui va arriver sur ma droite, mais j'aurais envie de vous inviter à réfléchir sur une autre situation que je connais moins, mais sur laquelle mon ami qui est à droite m'a informé, et je te remercie Florence, c'est les femmes en situation de handicap. Regardez les chiffres. Je vais dire maintenant, il y a eu un rapport de l'ONU, merci Florence, mais il y a un rapport de l'ONU en 2012-2017 qui est terrifiant. Vous regardez ce rapport en France, 4 femmes handicapées sur 5 sont victimes de violences. Une femme sur 3 handicapée en situation de handicap dit avoir été victime de violences physiques ou sexuelles de son conjoint. Je pense que là aussi, alors après il y a double peine, vous pouvez être enceinte et en situation de handicap, je vous laisse faire la multiplication, mais je pense qu'avec des chiffres comme ça, on peut être amené à réfléchir sur la manière dont on peut opérer. D'ailleurs, donc c'est là où je remercie Florence Comte, vice-présidente de Gynécologie sans frontières, qui vous a écrit un magnifique article dans Le Monde numéro 16, qui a été délivré dans toutes vos pochettes, page 2, je vous laisse le lire, vous allez voir, c'est très sympathique. Merci Florence, et elle sera ouverte à toute discussion en sortie, évidemment, merci. Donc voilà, la notion du dépistage, c'est pas juste poser une seule question, parce qu'il n'y a pas une question. Donc on me dit toujours quelle question tu poses. Vous pouvez choisir, il y a autant de questions qu'il y a de patientes, les patientes sont différentes, donc il y a pas... Moi j'ai plutôt une grille de mots ou de sujets de conversation que j'adapte au fur et à mesure, je n'adapte pas la question, je l'adapte en fonction si c'est la première fois, la tranche d'âge, si ça fait de longues années que je la connais. Pourquoi je l'adapte? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on est les rois des questionnaires avec les antécédents. Vous la voyez cette petite grille là avec les on coche, là on est content? Elle est bien, cette grille. Alors, le seul petit problème, c'est que les antécédents, par définition, ça se modifie. Alors déjà, il va falloir faire des ratures, ça va être compliqué. Mais surtout, c'est qu'il ne faut pas commencer à se cacher derrière une réponse négative. Ça y est, j'ai posé la question. Elle m'a dit non. Je mets non. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Est-ce que ce jour-là, elle va vous répondre? Et puis, il faut bien comprendre que la définition d'un antécédent, c'est que c'est fait pour changer. C'est fait pour changer, exactement comme la violence est faite pour changer et s'aggraver. Donc de toute manière, il ne faut pas se satisfaire d'un dépistage en pensant qu'on l'a dépisté. C'est pour ça que je vous invite à envisager que la notion de violence, elle est là tout le temps. On n'est pas censé virer parano quand même si des fois j'ai un peu tendance. Mais il faut avouer que quand même, il faut pouvoir l'intégrer plus régulièrement que ce qu'on fait. Et donc c'est là où j'ai tendance à dire qu'il faut plutôt faire une attitude posturale pour ouvrir la parole sur le fait qu'on peut en parler plusieurs fois. Ah, Madame Charard, vous m'aviez demandé il y a 2 ans, et cette année, j'aimerais bien vous parler de quelque chose. Et effectivement, c'est d'ouvrir la parole. Va falloir montrer qu'on est ouvert à ce sujet de conversation et que c'est pas parce qu'on fait une spécialité, parce que je parle pour les médecins, mais c'est pour toutes les professions, pour tous les acteurs. C'est pas parce que les gens viennent pour nous voir pour quelque chose qu'on ne peut pas être amené à aborder un sujet de conversation. Ce n'est pas qu'un sujet de santé, c'est un sujet de société sur lequel il faut impérativement. Il y a des outils, des affiches vont vous être délivrées, celle de gauche. À la sortie, je vous invite à l'afficher. Ça sera un petit peu moins brutal que ma décoration de cabinet qui est faite par ni pute ni soumise, parce qu'on n'est pas tous obligés d'avoir la même décoration de cabinet, mais celle-là est très jolie. Vous avez un outil aussi qui vous a été délivré, que moi j'aime beaucoup, qui a été fait. Je remercie la municipalité, Madame Tessier, de nous avoir donné donc ces violentomètres qui ont été délivrés à chacun d'entre vous. Il y a beaucoup d'exemplaires en sortant, je vous invite à les prendre. Moi j'aime bien laisser traîner ça sur le bureau, parce que déjà les gens ils adorent toucher un truc sur le bureau. Et puis comme ça, quand je retrouve le mari qui le regarde et le scrute, j'aime bien essayer de lui dire, vous êtes où? Vous êtes dans le vert, vous êtes dans l'orange, ça se passe comment? Et ça lance au moins un sujet, sur les numéros de téléphone, ça permet d'ouvrir certaines choses, ça permet de tester certaines réflexions. Voilà, je disais tout à l'heure, j'ai pas de questions, j'ai des mots-clés. Moi, il y a un jeu où j'aime bien faire, c'est voir la réaction des gens quand je leur dis si ça va être un garçon ou une fille. Parce que quand vous voyez la maman qui s'effondre quand vous lui dites que ça va être une fille, moi, j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre. Et quand vous voyez le mari qui arrive comme ça, on dit « j'espère que c'est un mec ».
Et là, je me dis, lui, ça va être mon copain. Surtout si je vais lui annoncer que ça va être une fille, je sens que ça va marquer des points. Clémentine, qui est mon échographiste référente, peut le témoigner dans la salle. Donc effectivement, ce violentomètre, c'est assez intéressant. C'est un outil qui nous vient d'Amérique du Sud, qui sont des pays, le continent d'Amérique du Sud est bien avancé sur tout ce qui est violence. Et c'est un outil d'évaluation. Ça marche bien pour les populations jeunes, parce que tout ce qui est texto, SMS, ça marcherait peut-être pas pour d'autres patientes, mais ça permet en tout cas d'éveiller la communication, et c'est ça qui est important. Voilà, c'est de diminuer la tolérance culturelle qu'on a. C'est ce que disait Monsieur Florentino, c'est de diminuer cette tolérance collective, sociétale que nous avons sur la violence, c'est-à-dire que d'arrêter de dire que les femmes supportent certaines situations et qu'elles pourraient partir, alors que déjà notre collectivité, notre société tolère déjà beaucoup trop la notion de violence. Voilà, ça y est, elle vous l'a dit, et qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent on me dit, non mais Vaïna, mais moi je fais quoi? Comment ça tu fais quoi? Alors je veux bien, il y a 10-12 ans, je me suis posé la question, mais de toute manière, à partir du moment où on vous fait des aveux pareils, c'est une telle démarche de sa part que vous ne pouvez être que dans l'écoute et de toute manière l'aider. La preuve que vous soyez nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, on est déjà 18 orateurs et ça a été difficile de sélectionner le nombre de participants étant donné qu'il y avait déjà d'autres acteurs qui sont investis. Je m'excuse pour ceux à qui on n'a pas pu laisser un temps de parole, mais maintenant il y a beaucoup d'acteurs qui sont là. Et c'est là où maintenant, je dirais que presque c'est facile une fois que vous avez franchi le cap. Parce que de toute manière, il faut garder ce lien de confiance. Il faut pouvoir, de toute manière, toujours les croire. Hein. C'est impératif. C'est les écouter sans compter, en faisant attention, avec respect, sans les juger, sans les brusquer. C'est d'être attentif à ce qu'elles vous disent de toute manière, parce qu'elles se sont décidées de vous parler et que c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc voilà, il faut être attentif aux différences des cultures. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'interculturalité. Très rapidement, ma présentation étant sur le site de GSF, vous pourrez la lire tranquillement. Mais c'est ce que disait Monsieur Florentino tout à l'heure. L'individu, il est de toute manière aussi dans une relation de couple, il est dans une communauté, il est dans une société. Donc la totalité de ces choses font que de toute manière, il y a certaines personnes qui auront plus de difficultés à s'en extraire. Ça, c'est un guide dont je vous laisse les références, qui est très très bien fait avec des grilles de questions qui sont différentes en fonction de l'approche et du pays dont la personne vient. Vous regardez ne serait-ce que le viol, quand vous voyez la législation et les peines encourues sur le viol en fonction des pays, vous avez tout de suite compris que visiblement on n'a pas la même notion de la prise en charge de la violence et du statut des femmes violentées. Voilà, donc c'est de délivrer un message de soutien, de valorisation et de sa démarche. Voilà, donc ça c'est mon petit private joke à mes copines, mais voilà, c'est de toujours dire « je vous crois », c'est de toujours dire que les gens ne sont pas responsables de cette violence, et c'est d'arriver à les repositionner. C'est-à-dire que ces personnes, pour restructurer et pour refaire un peu pour la restauration, c'est d'arriver de les restaurer en position de sujet, parce qu'elles ont toujours été en position d'objet face à l'agresseur et qu'il faut les revaloriser. C'est des principes aussi qu'il faut respecter, donc c'est d'être vigilant, un travail très compliqué qui est la tenue des dossiers médicaux, parce que on veut faire passer l'information, mais il faut quand même bien respecter ce qui nous a été dit. C'est de respecter l'autonomie de la patiente, de ne pas lui proposer des choses et des démarches qui sont vraiment hors de portée pour elle, c'est-à-dire de la laisser s'adapter à ses priorités. Donc en l'occurrence les enfants par exemple, donc c'est toujours de dire qu'on ne peut pas aller plus vite que ce qu'elles ont prévu elles, et surtout c'est d'être capable de les informer. Les informer, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire d'avoir des documents, de pouvoir discuter, de pouvoir leur expliquer les mécanismes. Moi, j'ai toujours un petit document que je garde, qui est de discuter sur le mécanisme pour qu'elle sache où est-ce qu'elle en est et pourquoi vous connaissez la suite. Madame, vous allez probablement revenir et vous en serez heureux à ce niveau-là parce que c'est un cycle. C'est de pouvoir leur expliquer pour qu'il y ait une prise de conscience et ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Comme vous expliquez une pathologie pour que les gens vous suivent dans la thérapeutique, on est obligé d'expliquer, c'est fondamental. Informer, c'est aussi donner des numéros d'urgence, c'est facile. C'est donner des numéros d'écoute, c'est facile. Merci Florence, j'ai rajouté maintenant sur mon flyer l'écoute violence femmes handicapées, j'avais oublié de le mettre avant. C'est aussi donner des numéros d'intervenants locaux. Donc celui-là, aujourd'hui, nous sommes à Marseille. Donc il y a la Maison des Femmes. Je travaille sur Aubagne. Sur mon flyer, j'ai celui de la permanence de l'accueil des femmes victimes de violences qui sont tenues par 2 sages-femmes qui sont présentes ici. Cécile Géraldine, je vous remercie. Et c'est de pouvoir adapter et que ce soir, vous rentriez et que vous adaptiez effectivement en fonction des référents qui sont autour de vous. C'est de leur donner la possibilité, de leur dire que ça existe, qu'on peut chatter avec la gendarmerie. C'est de les informer.
On est en 2022, tous nos enfants sont sur des applications, ils connaissent ça mieux que quiconque. Je remercie une de mes collègues qui m'a fait rencontrer cette application qui est géniale, qui est une application gratuite qui s'appelle Appel, qui est un système qui a une position GPS sur lequel les gens peuvent enregistrer effectivement des personnes qui seront prévenues en urgence s'il arrive quelque chose. C'est une source documentaire, c'est une base de données. Donc ça, avec un logo qui est très discret sur le téléphone, même mes enfants qui fouillent mon téléphone tout le temps ne sont jamais allés regarder ce qu'il y avait dedans. Il y a une autre appli qui est très bien faite qui s'appelle Mes mots de vie. Mes mots de vie, c'est pas pour le repérage et la position GPS, mais c'est vraiment un journal dans lequel les gens gardent tous leurs documents, cette base de données qui est primordiale quand on leur confisque leur passeport, leur carte vitale, etc. D'ailleurs, moi, quand elles commencent à me donner leur numéro de sécurité sociale qui est sur Mes mots de vie, je commence à avoir compris le mot de code. Et après, il y a un petit journal où elles mettent ce qui s'est passé dans la journée avec un émoticône un peu je souris, je fais la tête. Et comme ça, vous voyez un petit peu, si vous avez 20 jours où vous faites la tête dans le mois, vous voyez un petit peu effectivement cette notion d'emprise ou cette manière où effectivement ça a quand même une gravité, une répercussion sur la qualité de vie. Voilà. Donc ça y est, vous y êtes, vous savez qu'il y a toutes ces personnes-là et donc il faut faire une continuité de soins. J'entends bien que la continuité de soins, c'est en fonction de nos compétences. Donc là, à chacun de choisir jusqu'où il s'engage. Mais vous avez suffisamment d'acteurs pour pouvoir savoir l'orienter vers la proposition adéquate, selon ce que vous avez envisagé, mais surtout ce qu'elle a choisi. Donc est-ce que c'est plutôt psychologique, juridique, social? Si vous êtes médecin et qu'il y a un certificat médical initial, donc je n'irai pas sur le topo du docteur Capasso sur le certificat médical initial, mais voilà, de proposer en tout cas des consultations de suivi, soit par vous-même ou soit par quelqu'un d'autre. Voilà, on ne reste pas seul, on cherche les référents de violences faites aux femmes qui sont proches de chez vous, ou peut-être dans le département, parce que certaines d'entre elles, c'est difficile de rester dans la même structure, dans la même ville. Madame Scherer, je ne peux pas aller là, je connais trop de monde dans cet hôpital. Ok, très bien, je vous en donne un autre. Petit clin d'œil à la Maison des femmes qui sera présentée sur la 3e session. Après, il y a la question de la sécurité. La sécurité, effectivement, ça peut nous arriver. Ça commence à monter la barre de la pression un peu plus haut. C'est effectivement, il y a des situations où on sent quand même, quand on est dans de la violence qui est contemporaine, on n'est pas dans « est-ce que vous avez été victime de violence dans votre enfance ?» mais que là, c'est maintenant. Effectivement, on a des situations, il faut pouvoir identifier le type de violence psychologique, sexuelle, physique, d'arriver à voir s'il y a une vulnérabilité qui est associée, par exemple, la situation de handicap d'enfants en bas âge. Et donc, effectivement, de pouvoir monter la barre de la pression et de voir s'il ne faut pas faire des choses parce qu'on est face à un danger qui est imminent. Danger imminent, donc là, c'est la question de l'hébergement. Donc l'hébergement, c'est d'appeler par exemple le 115. Il y a un stand qui est tenu par le SIAO, qui est l'hébergement, à qui je m'excuse de n'avoir pas pu leur laisser un temps de parole, mais qui est un acteur principal et essentiel et incontournable dans la présence, dans la gestion effectivement des patientes. Il y a aussi la question dans le danger immédiat, c'est que quand on a besoin d'une protection immédiate, c'est de parler aussi de la protection, mais sous forme de signalement, c'est-à-dire une protection qui est sans délai. J'irai très rapidement là-dessus parce que il y aura une présentation par Madame le procureur et une application qui va être présentée. Tout à l'heure, c'était parlé, mais il y aura dans la 3e session, on va vous présenter une application assez géniale qui s'appelle Alerte Vif, qui va aider effectivement les soignants les médecins à pouvoir faire un signalement en respectant les clauses qui sont demandées, c'est-à-dire qu'il faut effectivement 2 conditions indispensables depuis la levée de la loi de 30 juillet 2020. C'est qu'il faut que la personne majeure soit en danger immédiat et que la patiente soit sous emprise. Donc on vous avait mis sur un petit papier qu'on vous a délivré aussi à l'entrée ce qui sont les questions pour évaluer si la personne est sous emprise ou danger immédiat. Mais vous verrez, c'est aussi très simplifié par l'application Vive qui vous sera présentée. Tous les documents sont dans le site du Conseil de l'Ordre. Vous avez une rubrique où effectivement tous les documents sont retrouvés. L'idée, c'est que quand même, quand on fait un signalement, idéalement, il faut avoir l'accord de la patiente. Si vraiment elle ne vous le donne pas, vous pouvez faire le signalement sans son accord, mais il faut lui dire que vous le faites. Il est adressé au procureur de la République et toutes les procédures vous seront expliquées. Voilà, pour finir, en fait c'est pas vrai, c'est pas du tout fini, il faut aussi savoir faire attention à ses propres besoins, à ses réactions en tant que soignant. Ça c'est primordial, parce qu'on a des sentiments d'impuissance, d'échec, de frustration certains jours. Je dis toujours la même anecdote, même à plus grosse frustration, ça a été de faire un certificat médical initial à une femme qui est arrivée à 2-3 heures du matin à la maternité suite à des coups et blessures avec son conjoint qui est parti en garde à vue pendant 48 heures et elle est allée habiter chez sa maman.
Et 3 semaines après, elle est rentrée en salle d'accouchement. Les filles m'ont appelée en me disant, Madame Chia, il y a Madame Machin qui est là, super. Et donc là, je leur dis, bah, je vais venir. Elle me dit, oh, mais non, venez pas tout de suite. Je dis, bah, si, je vais venir parce qu'elle doit être toute seule. Elle me dit, mais non, il y a son mari. J'ai dit, non, 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 ça doit, au mieux, c'est sa maman, mais, ou c'est peut-être son papa, mais, non, non, c'est son mari, on a rempli les papiers pour la déclaration de naissance. Voilà. Donc, la sensation de frustration quand vous faites naître un enfant à une maman que vous avez aidée pour porter plainte et que vous êtes obligé de remettre cet enfant à ce papa qui vous regarde avec un grand sourire et qui vous dit qu'il aimerait faire du pot à pot, la frustration, vous la ravalez et vous prenez beaucoup de café le lendemain. Voilà, donc c'est des consultations qui peuvent être éprouvantes. Donc il faut savoir rester vigilant face à ses émotions et ses réactions. Donc ça, c'est une photo qui me caractérise certains jours. Certaines personnes qui travaillent avec moi peuvent le considérer, hein. Voilà, donc il faut savoir faire attention. Je donne toujours un peu ce numéro d'écoute, qui est une écoute téléphonique qui est faite par des psychologues, que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça marche pas que dans les prises en charge de violence, mais pour toutes les situations. Personnellement, je suis excessivement bien entourée. Je remercie mon cabinet, hein, je fais comme au César. Je remercie mon cabinet, mes associés et toutes les hôtesses d'accueil qui vous ont accueilli aujourd'hui et qui savent tout le temps essayer de tempérer mes colères. Et d'ailleurs, mes hôtesses, la dernière fois, disaient « Vanina, c'est génial, tu passes 10 minutes avec elle, elle te donne toujours des petites références pour un livre macabre et un film macabre. » Alors, je vais faire effectivement la petite section littéraire. Et je vous invite pour les cadeaux de Noël à acheter le livre de Denis Mukwege, qui est mon idole. Bon, j'en ai beaucoup. Et qui est ce magnifique livre. Bon, après, il est ni plus ni moins que prix Nobel de la paix, hein, quand même. Donc, Denis Mukwege qui dit « Pour réduire les violences sexuelles, il faut l'action et l'engagement de toute la pyramide de pouvoir de nos sociétés, de la base jusqu'au sommet. D'où l'importance de ce que j'appelle la masculinité positive et d'une autre manière d'éduquer les garçons afin de briser le cercle vicieux des relations genrées qui relèguent les femmes à un rôle de citoyens de seconde zone. » Lisez ce livre, il est magnifique. Et mon deuxième livre, plus facile à lire peut-être, c'est celui du docteur Ghada Hatem, qui est gynécologue, qui a fondé, juste quasiment toute seule en 2016, la première maison des femmes de Saint-Denis dans le 93, et qui dit « Beaucoup de femmes vivent des drames abominables dans toutes les régions de France, dans toutes les couches sociales, et parfois elles sont enfermées dans des histoires dont elles ne peuvent pas sortir parce que leur mari est puissant, parce que leur mari a pignon sur rue, parce que le clan ne tolérerait pas que l'affaire s'ébruite. » Je vous remercie.